Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin n'est autre que le bâtonnier, Maître Nadjim Hamada. Maître Nadjim Hamada, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va reparler, pas forcément de l'affaire, encore que on parle évidemment de cette avocate agressée, l'une de vos consoeurs, agressée qui a choqué la profession, qui a choqué le TG, qui a choqué la population également. Alors là, on est dans une situation un peu compliquée, c'est que vous avez nommé vous-même deux avocats du Conseil de l'Ordre qui ont fait le travail jusqu'à la présentation devant le juge d'instruction, et aujourd'hui, ces avocats sont retirés. Pourquoi ? On m'entend ? Oui. Moi, j'ai pas de retour. Bonjour déjà. Alors effectivement, cette affaire a pu choquer toute la population et c'est bien normal puisque toute agression doit choquer tout individu. Bien sûr. Là, en l'occurrence, l'acte était prémédité, donc ça doit encore plus nous interpeller. Mais bon, puisqu'on rentre pas dans le fond de l'affaire, mais tout ce qui est périphérique, j'avais fait une déclaration au moment où les personnes étaient présentées devant le juge d'instruction à Kwezi FM pour indiquer que, voilà, nonobstant le fait que la personne qui est agressée soit de ma profession, en plus une amie, je me dois en tant que bâtonnier, effectivement, à partir du moment où il demande la désignation d'un avocat, de désigner des avocats. Alors, je suis allé au-delà de leur demande, c'est-à-dire... Vous l'avez désigné parce que les avocats avaient refusé de défendre. Non, les personnes ont demandé la désignation d'un avocat. Oui. Il y a forcément un avocat de permanence. Oui. Le dit d'avocat de permanence, étant proche également de la victime, m'a demandé si je pouvais désigner quelqu'un d'autre. Donc, il y a 30 avocats, j'aurais pu prendre au pif n'importe qui, ou le plus jeune, ou n'importe... J'ai décidé de demander à des avocats qui ont de la bouteille, qui sont membres du Conseil de l'Ordre, pour vraiment que ces personnes-là ne viennent pas en bout de procédure dire au début le bâtonnier n'a pas respecté mes droits en me désignant un avocat qui était averti, qui connaissait un peu le métier, et ainsi de suite. J'ai demandé à un maître Briard, effectivement, membre du Conseil de l'Ordre, de venir assister ces personnes. J'ai demandé à un autre avocat qui n'a pas pu, qui a été empêché, et j'ai demandé à maître Idriss, ancien maître Combedé. Voilà, ancien membre du Conseil de l'Ordre également, pour venir assister ces personnes-là. Et ils m'ont tous indiqué. Ils m'ont dit effectivement pour la régularité de la procédure, il leur faut un avocat. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ces personnes-là disent on a demandé des avocats, le bâtonnier n'a pas fait de diligence, et donc ce qui pourrait être ce qui est susceptible d'entacher de nullité la procédure. Donc ces avocats-là, effectivement, ont accepté d'être désignés par mes soins pour défendre ces personnes-là à l'IPC, interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, mais m'ont indiqué que pour la suite, ils ne souhaitaient pas que je les désigne. Parce qu'il faut savoir que le bâtonnier désigne quelqu'un pour l'IPC, pour la première présentation du juge d'instruction, et après il peut désigner une autre personne, un autre avocat, pour la suite de la procédure. C'est pas forcément le même qui il peut. À 99% toujours la même personne. Mais la personne vient de découvrir un dossier, peut dire ah non, celui-là ça m'intéresse pas, j'ai fait mon travail d'office d'avocat au moment de l'interrogatoire de première comparution, mais pour la suite de la procédure, la personne elle-même, elle a choisi un avocat, elle a dit je veux mettre Trucmuche, la personne elle-même a dit je ne veux pas de cet avocat-là, elle est aussi libre, et enfin l'avocat peut dire mais ce dossier-là ne m'intéresse pas. Là en l'occurrence, ces avocats-là m'avaient indiqué dès le départ, et je crois, sauf erreur de ma part, avoir indiqué qu'ils allaient assister les personnes que pour l'IPC, et pour la suite, on a les invités gentiment à se diriger vers des avocats extérieurs. Ce que certains ont fait, puisque je vois... à Mayotte. Extérieur à Mayotte, oui, extérieur à Mayotte. C'est pour ça que Saïd Larifou a pris l'affaire. Larifou a pris l'affaire, il me semble. Moi, je suis pas dans le secret de l'instruction, je sais même pas ce qui se passe dans le dossier. Mais je vais y revenir, si vous voulez, sur ce point-là. Maître Saïd Larifou, apparemment, visiblement, a été contacté par la famille. C'est pas moi qui ai fait la démarche d'aller solliciter. La famille des auteurs présumés. Voilà, la famille d'une des personnes mises en examen. Et donc, Maître Larifou a été sollicité par la famille et a priori devrait intervenir
pour 2 ou 3 personnes dans ce dossier. Alors Maître Larifou qui demande le dépaysement de l'affaire, le procureur qui laisse entendre clairement qu'il y a une violation du secret de l'instruction. On voit des noms apparaître dans la presse et notamment chez nous, notamment Théophane Larianin qu'on a interviewé où il a réagi par rapport à ça. Est-ce que il y a vraiment violation du secret d'instruction selon vous, bâtonnier? Pour savoir s'il y a violation du secret, il faudrait que je sois dans le secret. Ouais. Donc, c'est un piège. Hein. à partir Vous du n'êtes pas moment tombé dedans. je suis pas dans le secret. Ouais. Je suis Le pas. proc, oui, il est tombé dedans, hein, parce qu'il a dit oui, il y a violation du secret d'instruction. Lui, il connaît le dossier, Ouais. puisqu'il est parti. Il y a le procureur qui connaît le dossier, il y a les avocats qui interviennent dans le dossier, et éventuellement, l'ordre des avocats va pouvoir entrer dans le dossier, puisque, comme j'avais indiqué à un de vos confrères, le barreau de Mamoudzou va se constituer partie civile dans cette affaire. Donc du coup, on aura accès nous-mêmes à la procédure et de demander des actes, éventuellement des confrontations, des demandes X et Y dans ce dossier-là. Pour l'heure, est-ce qu'il y a des violations de secret de l'instruction ? Visiblement oui, puisqu'il y a des noms qui sont cités, que seules les personnes qui sont au courant du dossier peuvent les indiquer. Maintenant, au lieu, à chaque fois, dès qu'une affaire s'affûte un peu dans la presse, de dépayser l'affaire, c'est un peu trop simple, il faudrait voir d'où vient la fuite. Tout simplement, est-ce que c'est des policiers, est-ce que c'est des magistrats ou c'est des avocats ? Il va falloir un moment ou un autre... Est-ce que ça peut être aussi le fait qu'un journaliste fasse son travail ? C'est pas forcément une fuite. Peut-être que le journaliste, effectivement, ou les journalistes ont pu aussi faire une enquête, une investigation journalistes. Là, pour le coup, les journalistes ont bien fait leur travail, ils trouvent les informations. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a mal fait son travail, celui qui n'a pas pu garder son secret. Puisque on est tous astreints au secret professionnel ou au secret de l'instruction. Sauf que, Nadjim, si vous me le permettez, lorsque les prévenus arrivent avec le fourgon de police pour être présentés au juge d'instruction, la presse, et en l'occurrence nous étions présents, on les voit arriver, on voit leur visage, on fait des photos. Donc c'est assez facile de reconnaître une personne ou 2 ou 3 ou 4 et de l'identifier et de savoir qu'elle n'est pas de Mayotte. J'entends bien, mais et puis et les avocats aussi étaient là. Ouais. Mais c'est pas ça, c'est que les personnes, me semble-t-il, n'ont pas parlé à la presse. Et pourtant, on a des déclarations, visiblement, qui ressortent des déclarations en IPC ou en garde à vue. Donc maintenant, je laisserai le procureur réagir ou agir sur ce point-là. Mais en tout état de cause, sur la question primordiale, est-ce qu'on doit dépayser l'affaire ou pas ? Les Mahorais, si je puis dire, ou les justiciables de Mayotte, et encore nous, la profession, on en a marre de ces dépaysements. À chaque fois, on nous brandit ça. L'affaire va passer à la Réunion. Pourquoi on demande le dépaysement d'une affaire ? C'est pour une bonne administration de la justice ou quand une des parties est du ressort du tribunal. Je rappelle que la victime est du ressort de la cour d'appel de la Réunion. Ça veut dire que l'affaire devrait être dépaysée à Bordeaux, à Marseille, à Paris. Ça n'a aucun sens. Soit on est là, on fait les choses, on confie l'enquête, ce qui est possible, à des autorités extérieures, la Réunion, n'importe qui, pour venir enquêter. Ce qui s'est passé. La sûreté départementale ? Oui, par exemple, vous savez, pour l'affaire Lanzis, vous vous rappelez Lanzis 2011, la personne qui est décédée sur la place de la République, enfin la place à côté, suite aux manifestations de 40 jours. L'enquête était confiée à Mayotte, mais les officiers qui enquêtaient, c'était 2 officiers aguerris qui et leur système informatique n'étaient pas sur réseau. C'est-à-dire tous les PV qui tapaient, il n'y a que eux et le commissaire qui avaient accès. Tout simplement. Aujourd'hui au commissariat, je vais déposer plainte, mon voisin qui est aussi policier ou n'importe quel policier va avoir accès. Ce qui est normal, tout est en réseau. Mais si on veut cacher quelque chose, il y a les moyens informatiques pour qu'une personne ou 2 au commissariat, une personne ou 2 au bureau du juge d'instruction ait accès. Donc il est très facile de garder le secret d'une instruction à Mayotte et que la justice se passe à Mayotte, qu'on puisse juger ces personnes-là à Mayotte. Bâtonnier, est-ce que ça, à l'époque, on va pas faire de la psychologie à 2 balles ou de la philosophie à 2 balles, mais est-ce que la notion de secret d'instruction, ça a encore véritablement un sens à l'époque où on vit, où l'information fuse, où elle va à toute vitesse et tout se sait ou quasiment ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une question. Il suffit de lire Le Parisien toutes les semaines, tous les jours, pour avoir toutes les affaires en cours, pour savoir ce qui se passe dans les dossiers. Oui. J'entends bien. Il n'y a pas de violation de secret d'instruction. Il y a violation, mais là-bas. Ça fait pas autant de pataquès qu'ici, quoi. Parce que c'est monnaie courante. Ouais. Donc maintenant, il faut que le législateur prenne acte de cela et évolue, fait changer les textes de loi pour qu'effectivement ça colle à la réalité. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Najib Abada. Cette affaire est compliquée, mais je pense qu'on oublie un paramètre, moi qui m'intéresse en tout cas, c'est comment vous, en tant que bâtonnier, vous ressentez l'atmosphère au sein de la profession à Mayotte suite à cette agression. Comment vont les avocats? Et comment vivent-ils ce lendemain de l'agression? Les avocats sont extrêmement choqués. Extrêmement choqués, pourquoi? Parce que nous, on vit pas dans des bunkers, on vit avec la population. C'est clair. Moi-même, j'ai été cambriolé 2 fois, 2015. Un certain nombre d'avocats, Mansour Kamardine et d'autres, cambriolés leur domicile, leur cabinet. Une avocate, et là je l'annonce, je citerai pas de nom, et je vous remercierai si vous le connaissez, ne pas citer, quitte Mayotte du fait des violences. Alors selon nos infos, c'est pas tout de suite, hein. Elle partirait d'ici 2-3 mois. Oui, si on parle de la même personne. Oui, une avocate agressée, cambriolée plusieurs reprises à son domicile, jusqu'au dernier moment, aux dernières nouvelles, elle a été agressée avec un chombo. Elle en a marre. Donc effectivement, on a un certain nombre d'avocats qui... un autre, celui-là je peux le citer, Maître Chauvin, effectivement, qui est parti du fait de cette atmosphère de violence récurrente, puisqu'il a été lui-même cambriolé. Il avait peur pour sa famille. Hein. Il a eu peur pour sa famille, puisque sa femme a été agressée. Donc effectivement, on n'est pas plus à plaindre que les autres, mais effectivement on est en train de voir certains confrères qui en sont en train de dire effectivement il y a un climat d'insécurité tel qu'à Mayotte qu'on va partir, et ce d'autant que maintenant on fait des contrats sur des avocats. Vous imaginez, il y a une personne qui est allée voir d'autres personnes pour dire allez voir cet avocat et tabassez-lui, cassez-lui la gueule. Donc effectivement aujourd'hui. Comment? Ça c'est avéré aujourd'hui. Il ressort du dossier clairement, d'après mes informations, qu'on a demandé à ces personnes-là pour aller agresser une avocate parce qu'elle est avocate. C'est bien une affaire commanditée, clairement. Oui, c'est une affaire commanditée. Oui. Maintenant, c'est qui? Pourquoi? Et comment? C'est tout, c'est ça la vraie question. Mais commandité, oui. Parce que c'est pas par hasard que ces personnes-là attendent dans le couloir alors qu'il y a un commerce en bas, un commerce à côté qui ne vole pas son sac et qui, voyant un avocat passer, ne l'a pas agressé, mais voyant une jeune femme avocate arriver, ils l'ont agressé. C'est vrai. J'ai une autre question par rapport à l'avocate qui a été agressée. Est-ce qu'elle va continuer à exercer au barreau de Mamoudzou ou elle envisage de quitter Mayotte? Elle vit comment cette post-agression? Vous savez, c'est une jeune fille très très forte puisque elle a été agressée, il me semble, le mardi ou le mercredi. Le vendredi, il y avait l'audience solennelle des magistrats. Elle était présente pour montrer que voilà, elle se laisse pas abattre non plus. Elle est venue avec ses bleus, je sais pas si vous l'avez vu, elle est venue avec ses bleus, ses marques sur le visage pour montrer effectivement qu'elle se relève et que effectivement ce qui s'est passé c'est grave, mais pour autant elle avait besoin de ça pour ne pas être traumatisée. C'est-à-dire le jour même également, en sortant du CHM, elle s'est rendue à son cabinet pour prendre ses affaires. Parce qu'elle s'est dit, si je rentre chez moi, j'aurais du mal à passer ce couloir. Donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, là n'est pas la question pour elle. C'est-à-dire elle continue à exercer son métier, elle défend des gens qui commettent des agressions ou des vols. C'est pas pour autant qu'elle va dire je ne suis plus avocat ou j'arrête d'exercer à Mayotte. Moi je suis pas je suis pas là pour parler en son nom, mais il me semble que ça n'a pas altéré son envie, son besoin ou sa capacité à exercer son métier à Mayotte. Elle compte y rester et c'est tant mieux. Chapeau en tout cas, chapeau, beaucoup de courage pour cette jeune avocate qui effectivement, comme vient de le dire Najib Abada, n'a pas hésité quelques jours seulement après l'agression de se retrouver au tribunal pour faire son boulot et donc défendre des gens qui sont suspectés d'avoir commis un certain nombre d'infractions. Allez, dur métier aussi que celui d'avocat. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.